Ok, ok, bah du coup bonsoir à tous. Merci d'être présent. D'être présent. Donc ce soir je vais vous parler des PJ, donc d'une sorte de sandbox Python. Alors tout d'abord je vais remercier Hack2G2 de pouvoir me laisser faire cette présentation. Et sans plus attendre, on va directement entrer dans le vif du sujet. Donc Python, get the fuck out of jail. Donc on va faire en sorte de se barrer de manière nonchalante de ces PJ là. Hop. Du coup, je me présente rapidement. Donc, je m'appelle Lucas, je suis en première année à l'NCBS. Mon pseudo c'est Switch et si vous voulez me suivre, c'est sur Twitter. Je suis pas trop mal actif et sur mon site web où je poste quelques write-up de CTF que je peux faire ou encore quelques POC. Donc, je suis dans l'équipe de première année CTF Akatsuki. Du coup, je fais à peu près tous les types de catégories. Et je vais faire une petite dédicace à la deuxième équipe de CTF en première année, donc le pack de 6. Bon, voilà, ça c'est fait, Laurent est content. Et du coup, on va pouvoir passer directement dans le vif du sujet. Hop. Du coup, pourquoi les PGL? En fait, premièrement, ça va être pour les CTF. On en voit de plus en plus, et d'ailleurs pas qu'en Python, on en voit beaucoup en Bash aussi qui commence à arriver. Et, mais également, je discutais un jour en luttant en cours avec Dieu. Et il m'a dit, non, bon, il s'appelle pas vraiment Dieu, mais on l'appelle Dieu. Et il m'a dit, ouais, bon, les PGL c'est bien mignon, mais c'est quoi l'utilité en dehors des CTF? Et en fait, merde. Il y a quelques applications réelles qui utilisent Python avec des mécanismes un peu similaires au PGL. Donc il y a l'application Dropbox. Je vous invite à lire l'article de, comment ça s'appelle, Zest de savoir où ils font une analyse complète de la solution et c'est vraiment vachement bien fait. Et il y a aussi tout ce qui est serveur Webflask où il y a des similitudes avec l'injection de templates. Bon, je ne vais pas en parler malheureusement sur cette présentation, mais ça vaut le coup de faire un détour. Puis aussi, bien sûr, pour approfondir ses connaissances en Python, donc tout ce qui est built-in et vraiment choses inacceptées. Hop. Du coup, alors, les PGL, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est simplement un environnement Python où on a restreint tout d'abord en termes d'action et en termes de contenu. C'est qu'on va supprimer des données ou ou des fonctions et le but, ça va être soit de récupérer ces données-là ou soit de sortir de cette donnée, pardon, de cette jail pour accéder à soit des données sur le serveur, choper un shell ou etc. etc. Donc principalement, en fait, on va juste nous filer un accès soit SSH, soit juste un port TCP et on va s'y connecter. Et on va souvent tomber dans une REPL, donc Read Eval Print Loop, où des fonctions et donc des données ont été supprimées et il va falloir essayer d'y accéder. Donc en fait, ils vont juste simuler l'interpréteur C Python et avec des fonctions en moins. Du coup, il y a quelques exemples. Bon, bien sûr, les PGL RootMe, je crois qu'elles sont à 4 ou 5. Il y a le Mirror du TJCTF qui était il n'y a pas longtemps, le Configurator Inchak, le Rock'n'Flask InterUT qui était un shell complètement foireux, vraiment nul, et Flask and Freedom du Pico qui était en septembre. Tous les write-ups sont dispo sur mon site normalement. Et le CodeGate de 2018 qui était un merdier sans nom, mais qui était vachement sympa. Hop. Du coup, on va faire quelques rappels. Bon, je vais essayer de pas dire de bêtises parce que je suis sous l'œil attentif de quelqu'un. Et du coup, là, c'est juste la définition d'une classe qui s'appelle la classe boussole, qui hérite donc comme chaque objet Python de principe. Quand ils héritent pas d'un autre objet, donc de objet. J'ai un attribut de classe qui s'appelle mir disponible, qui est disponible même lorsque un objet de cette classe n'est pas instancié. La définition de la méthode spéciale init qui est elle appelée lors de la création d'un objet qui va instancier un attribut de classe qui s'appelle number. On a une méthode qui s'appelle ingurgiter qui prend en paramètre l'objet lui-même, donc sous le nom self, et qui fait voilà, une opération lorsqu'on va appeler cette méthode. On va overwriter la méthode call, donc cette méthode-là est appelée on va appeler l'objet qu'on a instancié. Et donc là, il va afficher le nom de menhir number. Je vais aussi ajouter une classe méthode qui, elle,
appelable lorsque l'objet menhir, enfin un objet boussole n'a pas encore été instancié, mais qui est juste, on peut juste y accéder via sa classe, et qui va afficher donc le paramètre passant le paramètre, qui est lui non pas l'objet, mais la classe elle-même. On verra ça juste après. Et du coup, qui va retourner l'attribut de, l'attribut de classe menhir disponible. Hop, du coup, ça se résume comme ça. Alors, j'espère vraiment que tout le monde va voir. On va voir comme ça. Donc, on from avec 2G2 import boussole, donc notre fichier. On instancie un objet boussole qui s'appelle bout. On le voit juste en dessous que c'est le résultat donc H2G2 boussole et dans bout, c'est notre objet lui-même. Donc, je l'appelle via la méthode call que j'ai overwrite un petit peu plus là. Vu que je n'ai pas encore appelé la méthode ingurgité, on voit que le nombre de menhirs est à 0. On va du coup l'appeler, hop, un menhir en plus. Et on va ensuite appeler la méthode de classe ismer disponible qui va envoyer, bon voilà, true, ils sont disponibles. Et on voit juste en bas qu'on ne peut pas appeler la méthode ingurgité si on n'a pas instancié cet objet. Donc vraiment, c'est juste des rappels plutôt basiques en Python. On a tous fait ça si vous êtes à l'NCBS, puis même en DUT, je crois qu'il y a des DUT info ici. C'est du Python plutôt complètement classique. Et donc, il y a quelques spécificités sur Python, je vais en parler un petit peu. Donc, premièrement, une fonction, enfin un built-in qui va être très utile pour les PGL, donc le built-in dir, qui va, en fait, si on lui passe aucun paramètre, il va simplement nous lister les attributs de notre scope local, donc tous les objets qui sont déjà présents, qui ont déjà été importés pour X ou Y raison. Donc typiquement, si vous avez un Python RC dans votre bash ou etc., etc. Donc moi j'ai modifié, donc j'ai genre des trucs qui s'appellent RL completer, readline, etc. Et si on lui passe un objet, enfin ou un objet, il va nous retourner tous ses attributs. Donc ici je lui passe l'objet, là c'est la classe boussole. Oui, voilà, la classe boussole, vu que boussole fait référence à ma classe. Et on voit qu'il nous affiche menhir disponible, mais qu'il ne nous affiche pas menhir number. Parce que menhir number a été instancié, a été créé à l'instanciation de l'objet boussole. Et du coup, donc, notre objet bout, qui fait référence à l'objet boussole, possède lui tous les mêmes attributs, sauf qu'il possède en plus menhir number. Hop, ça. Et dans Python, il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est absolument tout est objet. Donc une string c'est un objet, un int c'est un objet, les objets que vous allez créer c'est des objets, tout est objet. Donc on va pouvoir inspecter leurs attributs parce que tout objet, comme on a pu le voir, ont des attributs. Vous avez vu que mon objet bout avait des attributs, donc isMinNumber était un attribut de bout. Hop, du coup on va pouvoir accéder aux attributs des attributs, parce qu'un attribut est donc par définition également un objet, donc cet objet a également des attributs. Du coup, là j'affiche juste le type de notre attribut menhir_number, qui est donc un int, si vous vous rappelez bien, c'était le 0 et le 1, qu'on a modifié avec la méthode ingurgité. Donc on peut faire un dir avec cet objet, donc c'est un int, et on voit que ce int a lui-même tous ses attributs, il y a des méthodes spéciales, des attributs et toutes sortes d'autres choses. Et donc on voit ici par exemple en tabulant que je vais appeler la fonction add avec le paramètre 665 qui nous retourne. Donc on peut également accéder à des méthodes via cette façon-là. Donc on va directement attaquer la PGL1. Donc ici en fait, j'espère vraiment que tout le monde voit, vous voyez au fond ça? Ok, impeccable. Du coup, la première étape, c'est qu'on arrive dans un autre REPL, c'est qu'on va faire une sorte de... Merde, j'ai perdu mon mot. On va lister tout ce qui est à notre disposition en fait. Donc en utilisant la méthode dir qui va nous retourner, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est présent dans notre local space, notre scope global, pardon. Et puis identifier genre des choses qui pourraient nous être utiles ou des choses suspectes. Et ensuite aller plus loin en inspectant ces objets et pour trouver des attributs ou des méthodes qui pourraient nous être utiles plus tard. Donc ici on voit que dans mon local scope, on voit quelque chose qui nous intéresse ici, donc don't look here.
on voit que c'est un objet. C'est écrit classe, mais c'est un objet. Et donc en faisant un dir de don't look here, on voit ici not here, chose qui n'est pas censée être là. C'est un truc qui a été défini par le créateur de cet objet. Donc on va aller juste un peu plus loin en checkant ça. Hop. Du coup, on y accède via le point, donc rien de plus classique. On voit également que c'est un objet. Et bon, rebelote, il y a un autre attribut qui est intéressant. Bon bah, on y accède également. On voit que ce type c'est une string, et bah, une string ça nous intéresse potentiellement, donc il y a juste à afficher, puis bon, un potentiel petit flag, voilà. Donc là c'est vraiment un truc absolument basique, c'est juste histoire d'explorer l'environnement qu'on nous propose et d'identifier des choses intéressantes, voilà. Donc typiquement ça ressemble un peu à la pidgin root.me. Il y a juste des choses qui sont cachées, etc. Mais je ne peux pas en dire plus. Du coup, il y a des fonctions utiles, comme j'ai dit, il va être dir qui nous aide, qui va également énormément nous aider dans toutes sortes de PJ. La fonction type qui nous redonne, quand qu'on lui passe un paramètre, le type de l'objet. La fonction locals que j'ai pas utilisée ici, qui va retourner tous les objets propres au scope local, donc dans une fonction, etc. Et la fonction globals, tous les deux c'est des built-in. Donc global, qui va retourner tous les objets de notre scope. Hop. Donc la PGL 2. Donc en fait, vous allez voir, il y aura plusieurs PGL. Au fur et à mesure, j'ai juste restreint les actions possibles et caché les choses au fur et à mesure. Donc la PGL 2, comme tout à l'heure, on va directement faire une reconnaissance de ce qui est disponible. Donc on va toujours notre don't look here. Bon, on l'a déjà exploré tout à l'heure, ça ne nous intéresse pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a OS et sys. En fait, OS et sys sont des modules qui contiennent des fonctions pour interagir avec notre système ou avec d'autres fonctions qui peuvent nous être potentiellement intéressantes pour un peu plus tard. Donc on voit, donc je fais un dir d'OS pour lister les attributs disponibles ou les objets. Et on voit l'objet getPID, je le vois pas, mais il est quelque part par là. J'ai peut-être supprimé, mais en tout cas il est présent. Et on voit que je fais un OS pour un getPID pour appeler cette méthode, rien de plus bête. Et on voit que bon bah les points, le point, système et SH ne sont pas autorisés dans cette PGL. Le mec a juste dit je prends l'input de la personne, je l'évalue, mais je n'autorise pas ces trois keywords. Donc le but ça va être simplement de bypass ça. Il n'y a pas beaucoup de protection. Donc on va utiliser le built-in getAttr, donc pour getAttribut, et qui nous permet d'accéder à un attribut d'un objet sans utiliser le point. C'est rien de plus bête. Ici on lui passe le module ou l'objet, et on lui passe en deuxième paramètre simplement la méthode ou l'attribut que l'on veut accéder. Donc on voit ici en retour qui retourne la fonction getPID. Donc c'est bien ce qu'on voulait. Là on l'appelle juste et hop, ça nous retourne le PID du process qui fait tourner cette PGL. Donc on peut également, vu que système était pas autorisé, hop, il suffit de split en deux la string, et normalement si ça a été mal implémenté, ça passera. Et il y a également d'autres façons, et en fait il faut juste être méga créatif et trouver des façons de récupérer le keyword, soit en majuscule, pas majuscule, ça dépend. On le split en plusieurs variables, comme j'ai fait ici, là. Le S dans X, le H dans Y. On assemble les deux à la fin. Donc la vérification lors de l'entrée utilisateur il ne verra jamais système ou SH, il verra juste S, puis un H plus tard, donc ce ne sera pas trigger. Du coup, sinon on peut aussi également y accéder à des choses qui nous intéressent via juste leur index, par exemple si elle a été présente. Quand on fait un dir de OS, dire d'OS, on voit que système est présent. J'ai foutu où ici. Du coup, en fait, c'est le 20e indice en partant de la fin. Du coup, j'y accède via le getAttribut en spécifiant le système via son index. Donc, on voit bien que ça nous retourne la fonction index, la fonction système, pardon. Et juste en bas, j'y accède comme ça. Puis je passe en paramètre SH qui est également refusé, mais en le splittant SH dans deux variables distinctes. Puis voilà, on
on exécute la fonction avec son argument et on voit bien que la commande a été exécutée. Pourquoi ça fait un HS? Ouais, voilà, donc j'ai mon shell et un petit name, et, pas de souci. On peut également utiliser d'autres fonctions de l'encoding, avec soit du hex, je crois qu'on peut utiliser le loctal, je ne l'ai jamais fait, mais il me semble que ça existe, je peux dire de bêtises. Et voilà, donc on a bypass, c'est une vérification un peu standard, on va dire. Donc, hop, PJ3. Alors, là, on va rentrer dans un sujet assez relou, on va dire, c'est quand on va pas pouvoir importer, par exemple, si notre scope, comme ici, on voit qu'il contient rien. On a une variable input A, on peut imaginer que c'est les variables qui sont utilisées pour exécuter cette PJ, et donc, franchement, on peut absolument rien faire. Et ce qui va nous intéresser ici, vu qu'il n'y a pas d'attribut qui a été défini par le créateur de la PJ, c'est que le flag, ça va pas être par ici, et qu'on va sûrement devoir sortir, voir s'il n'y a rien dans le répertoire qui host cette PJ. Donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on a le module OS qui contient des fonctions système, donc par exemple système exec binsh pour choper un shell, ou même sys pour récupérer, ou fopen, je ne sais plus où elle se situe dans quel module, pour lire des fichiers sur le file system. Donc là, ce que je fais, tout bêtement, je fais import OS. Bon, import n'est pas autorisé. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'instruction import repose sur le built-in underscore import, donc cette méthode spéciale, et qui, elle, va se charger de load notre module dans notre localscope. Et du coup, donc si elle est là, c'est juste le mot-clé import qui va être refusé, donc on peut utiliser les mêmes techniques que tout à l'heure. On split la string en deux paramètres, donc I et S, et on y accède via, comme j'ai fait tout à l'heure, get attribute. Et on lui passe, bon OS là on l'autorise, donc il passe en argument, pas de souci. On récupère notre module OS, puis pour un système uname, on voit qu'on a réussi alors qu'on n'avait pas le droit d'utiliser import. Mais au final, c'est juste, par rapport à tout à l'heure, c'est juste qu'il n'y avait rien de notre scope global. Du coup, nous-mêmes, on a dû importer la fonction, le module OS. Donc la PGL 4, qui est elle un peu plus restrictive, c'est qu'on voit, je fais un dire, il n'y a absolument rien à part les built-ins. Donc là, franchement, quand on voit ça, on est un peu en bordel, qu'est-ce que je vais faire? Et du coup, bon réflexe, import quelque chose, import not found. Et là, ça pue carrément, parce qu'en fait, on peut importer aucun module, car cette built-in n'est pas définie. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez s'il n'est pas défini, import machin, rien ne sera exécuté. Du coup, en fait, là, ici, l'astuce, c'est qu'il va falloir trouver un objet ou un module qui contient le built-in import. Hop, du coup, un plus basique, on fait ça et hop, on a un import. C'est clair? Franchement, c'est tout simple. Et en fait, et du coup, j'ai détaillé tout de suite parce que franchement, qui n'a pas compris là, hop, du coup, là, dans notre REPL, on va juste faire un petit tuple. Bon, voilà, un tuple. On accède à l'attribut classe qui va retenir le type de notre tuple. Donc c'est un tuple. On accède à l'attribut base de l'objet classe, qui est donc la classe mère. Donc là, c'est vu que je l'ai dit tout à l'heure, tout objet hérite de la classe object. Donc on arrive au object. L'objet object donc possède un attribut qui s'appelle subclasses qui permet de, si je ne veux pas dire bêtises, mais de voir toutes les classes qui héritent de l'objet object. On voit qu'il y a, en fait, là, franchement, j'ai supprimé la plupart des objets qui en héritent. Car sinon, le tableau serait rempli, mais on voit une classe plutôt sympa. Donc, classe warning.catchWarning. Et non, pardon, c'est un module, je sais plus. Non, là, c'est une classe.
Et du coup, en fait, je vais vous dire pourquoi celui-là plus tard, mais voilà, franchement, celui-là, il est alors, plutôt intéressant. Et donc là, on va accéder à cet objet via son index, donc c'était l'index -1, rien de spécial ici. Et on instancie notre objet, donc oui, c'était bien objet, je ne me suis pas planté, on instancie notre objet. L'objet lui-même, il a des attributs, comme tout est attribut. Peut-être foiré ici. Et on voit, donc, voilà, on voit qu'il a des attributs, et il y a un attribut méga sympa qui s'appelle point module, enfin underscore module, pardon. Non, pas celui-là. Si, celui-là. Et donc, oui, voilà, pardon. Donc celui-là, et ce underscore module est un module. Et donc ce module a un attribut très sympa qui s'appelle underscore built-in. Et ce underscore built-in est lui-même un attribut, enfin objet attribut, qui possède qui est donc une liste qui possède non pardon, un dictionnaire qui possède une clé qui la clé import qui contient donc la fonction le built-in pardon import. J'aurais peut-être dû montrer à quoi ça ressemble, mais enfin voilà. Du coup, on peut accéder au built-in import via tout ce chemin ici, en passant d'objets, de références, etc., etc. Donc on a réussi à récupérer le built-in import qui va nous servir à importer le module qu'on voulait donc à la base. OS, on voulait juste choper OS, donc on importe OS maintenant qu'on a le built-in qui nous permet de l'importer. Et etc., etc., système name, on a réussi à importer un module qui nous intéressait, donc notre module, et exécuter une fonction système. Bon, après là j'aurais pu taper ls4.password, etc., etc. Hop, donc voilà, c'est franchement, en fait c'est du pur Python, il n'y a aucune magie, c'est juste on accède à un attribut qui possède un autre attribut, c'est un objet, voilà. C'est faut juste parcourir un petit chemin et tâtonner, chercher. En fait, ce payload-là, moi j'ai trouvé sur le site d'Intrinsèque, sur leur blog. Ils faisaient une vraie pour le Braille CTF 2016, je crois, si je dis pas de bêtises. Et franchement, j'utilise la plupart des PGL, il fait presque toujours le taf s'il a pas été supprimé lui-même. Mais il en existe d'autres, je vais pas les donner ici, mais il suffit de chercher un peu. Il y a pas mal d'autres objets un peu cachés qui contiennent des méthodes et des attributs intéressants. Donc, maintenant, ça va être la partie la plus intéressante. Bon, il n'y a aucune difficulté jusqu'à là, mais ce sera. Là, on va rentrer sur une petite partie de reverse, et ça va être plutôt sympa. Voilà, j'espère qu'il y a des amateurs de reverse ici, mais je crois que j'en ai vu. Hop. Donc, en fait, là, ce qu'on voit, on fait comme je le dis depuis le début, on fait juste un dir, on arrive dans notre REPL, on fait on fait juste un dir. Et on voit qu'il y a une méthode qui s'appelle check password. Bon, franchement, check password, celui qui voit pas ça, c'est fichu pour lui. Donc, elle nous intéresse. On liste ses attributs. Il n'y a pas de truc qui nous intéresse au premier plan. Franchement. Et du coup, exécutons cette fonction. On l'exécute. On voit qu'il nous demande un argument. Il va passer 0. Et ah oui, c'est pour ça que tu rigolais, Alex, j'ai oublié. Du coup, c'est un truc complètement random. Et on voit que ça ne marche pas. Bon, qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? On va essayer de la comprendre. Donc, si vous avez vu ici, il y a plein d'attributs super sympas qui font pas peur du tout. Donc, funcDoc, funcGlobal, funcName et surtout funcCode, qui vont contenir des objets très intéressants. Donc, funcCode va contenir des attributs, donc coargcoon, qui est le nombre d'arguments passés à cette fonction elle-même. Cocode qui contient le bytecode Python de cette fonction. Donc c'est ce qu'on va analyser juste après. Puis plein de choses, le fichier, les noms des méthodes utilisées, la stack size, la stack size Python propre à cette fonction, et les noms de nos variables utilisées. Enfin, il y a plein de choses, on va les voir juste après. Donc on voit ici, là, l'arcount, il y en a un, c'était notre string. FuncoCode, donc le bytecode Python qui est complètement lisible ici. Nos const, donc on voit quelque chose plutôt cool là. Un point flag, c'est encore plus cool. Et nop, le truc qui a été affiché tout à l'heure quand on a entré quelque chose de faux. Et le nom de notre fonction,
les fonctions utilisées par cette fonction, join, chr, des trucs Python classiques, openread, le nombre de variables locales, si je dis pas de bêtises, oui, ça va être ça, et les varnames utilisés, donc x et password. Franchement, là, je le sens bien, je crois que c'est par là qu'on doit aller. Hop. Donc, on va utiliser le module disk qui va nous permettre de générer du pseudocode, enfin quelque chose de plus lisible en fait que le truc qu'on avait ici là. Franchement, c'est bien plus lisible que ça, je pense. On est d'accord. Et ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va lui passer tous les arguments qu'on a vu tout à l'heure. Donc, le nombre d'arguments, la stack size, tout ça. Et ce qu'il va nous faire, en plus du bytecode, c'est qu'il va nous refiler quelque chose de bien plus lisible et on va pouvoir l'analyser. Bon, franchement, c'est vrai que c'est plus lisible, mais pas tant que ça. Et bon, je vais pas le détailler ici. Je crois que je le détaille juste un peu après. Bon, si, il faut que je le détaille. Donc en fait, il va récupérer notre entrée, faire une boucle sur cette entrée. Donc la boucle, elle se fait ici. Je crois que je l'ai fait un temps slide. Voilà, il doit se faire ici. Et il va faire la fonction ch. Il va passer la fonction chr et ord sur chacun des caractères passés. C'est pour ça qu'il y a une boucle. Il va prendre là, j'ai rentré check password. Il va faire le c, chr. Il va faire une opération dessus, si je dis pas de bêtises, etc., etc. Il modifie tout ça, puis il va faire load const machin truc là, ce truc là. Il va le comparer avec le retour de la fonction exécutée là. Donc tout ça c'est notre fonction, parce qu'en fait le retour de la fonction ici précédente, elle est passée sur la stack Python, donc au niveau du top of the stack. Et comme en x86 ils sont passés via la stack. Et du coup, il va faire une comparaison entre ça et ce qui est au top of the stack, donc le retour de cette fonction. Si c'est bon, si c'est pas bon, pardon, on jump à 76, hop, et on voit ce que ça fait, ça a affiché juste nope. Et si c'est bon, ça appelle la fonction open avec un paramètre flag, puis on utilise la méthode read pour, j'imagine, récupérer le flag et l'afficher. Donc on sait pas trop, j'ai pas trop envie de reverse comment il arrive à trouver TU machin truc là. Du coup on va juste patcher bêtement la chose. Donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que comme tout jeu d'instruction, Python possède son propre jeu d'instruction. Donc ce qu'il faut savoir c'est que chacune de ces opérations a son propre numéro d'instruction. Et en fait, non, elles ne sont pas affichées ici, mince, c'est pas grave. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va au lieu de se taper tout ça comme ça, linéairement, c'est qu'on on va remplacer le load const, rien du tout, par un jump absolute 56, ce qui nous intéresse ici. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va skipper tout ça, toute cette process de génération de flag et de comparaison pour directement dire une fois que tu es là, on saute au 56, tu m'ouvres le flag, tu me l'affiches. Hop. Ce qu'on fait, donc le jump absolute en Python correspond à l'opcode 113 en décimale. Il suffit de regarder le code source dispo sur GitHub et on analyse toutes les opérations. Et du coup voilà, donc 71 en hexa. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les opcodes Python ont une taille de 3. Donc le premier, c'est l'opcode qu'on veut utiliser. Puis un ou deux autres bytes. Bon, pour savoir si c'est 2 ou 3 bytes en plus l'instruction, il faut regarder si votre interpréteur Python, si l'opcode est plus petit que l'attribut argument de votre interpréteur Python. En fait, ici, dans mon interpréteur, c'est 90, et vu que l'opcode est 90 en hexa, si l'opcode est plus petite, alors c'est 3. Mais vu que c'est 113, pardon, c'est pas en hexa du coup, vu que c'est 113, la taille de 3. Donc, notre patching va juste ressembler à ça. Donc 71, notre OP code qu'on veut exécuter.
38 le paramètre, donc 56 en décimale, 38 en hexadécimal, et on va juste simplement le remplacer dans le bytecode Python qu'on voyait tout à l'heure. Donc on voit ici, en fait, on va refaire tout notre module 10 avec les arguments passés tout à l'heure, sauf que notre code ici, qui correspond au bytecode, on va remplacer les 3 premiers caractères par ça. Donc on le voit ici, hop, on remplace 0, 1 et 2 du cocode par 111, 38, 0, 0. On refait comme tout à l'heure, on va rafficher le désassemblage du bytecode. Puis juste ici, en fait, je définis une sorte de fonction squelette qui va accueillir notre nouvelle fonction patchée. En fait, cela c'est fait par le module new qui va nous permettre de créer un objet funcCode à partir de tous les arguments. Donc notre objet underscore, on va lui spécifier le nouvel objet retourné par newCode dans son attribut funcCode. Donc on va complètement remodifier la fonction. Et enfin, on va juste... Merde. Mince. Et on va juste afficher le flag et machin truc en appelant notre fonction, donc objet qui possède notre bytecode patché, en le passant en argument, mais vu qu'on va faire un jump absolute, on s'en fout absolument de ce qu'on va lui filer. Hop. Donc on voit ici en fait qu'on n'a plus un... Oh, c'était quoi déjà? On n'a plus de load const, j'ai entendu guessing là. On n'a plus notre load const, on va avoir un jump absolute, 56. Donc en fait, il va juste passer ici, ouvrir le flag et l'afficher. Donc le flag, c'était la string complètement random qu'on voit ici en bas. Et voilà. Donc voilà, ce que j'ai dit juste avant, on jump ici, et voilà, tout ça s'affiche. Et on a notre joli flag qui nous fait vachement plaisir, qu'on s'empresse de remplir dans la page web, et c'est parti. Mais du coup, bon, voilà, c'était super sympa, mais il y a une autre, en fait, il y a plein de façons de patcher le code, c'est juste, vous faites comme vous voulez. Je vous présente une deuxième méthode, et voilà. Donc il y a également, ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est qu'on a juste fait un jump absolute, et ce qu'on aurait pu faire, c'est juste remplacer la comparaison. Donc là, c'était une comparaison, voir si deux strings étaient égales. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces opérateurs ont également un numéro d'identification dans Python. Et par exemple, le 2, donc égal égal, c'est. Non, ouais, le égal égal, c'est correspond au numéro 2. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le comparaison opérateur numéro 3 n'est pas égal à. Du coup, ce qu'on va juste faire, donc ça je l'ai récupéré dans le code source Python, c'est disponible, vous voulez juste à voir. Donc vous voyez bien que le 0 c'est le chevron inférieur, égal, 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 donc le numéro 2, et numéro 3, celui-là. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va juste modifier au niveau du bytecode, donc le byte 51 qui correspondait à égal, égal, donc qui correspondait à 2, on va le mettre à 3, égal, qui correspond à n'est pas égal à. On refait comme tout à l'heure, on crée notre désassemblage Python pour vérifier que ça a bien été pris en compte. On définit notre squelette qui va accueillir notre nouveau bytecode, enfin bytecode et toutes les variables associées, et exécuter cette fonction. Donc le résultat est strictement le même, sauf qu'on voit ici que l'opérateur n'est plus égal à égal à, mais n'est pas égal à. Du coup, là, il faut lui filer quelque chose qui n'est pas toute chose qui ne doit pas être égal au flag. Vu qu'on ne le connaît pas, on va pas lui filer. Et du coup, ça affiche comme tout à l'heure notre magnifique flag complètement random. Et voilà. Et je crois que je finis ici. Ouais. Donc je voulais parler des flasques, mais au final, je pense qu'on fera plutôt une autre présentation parce que c'est un sujet qui mérite, je pense, une présentation entière, vu qu'il y a beaucoup à faire. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et voilà. Non ? Bon, écoutez, merci à vous.